Bonjour, donc moi je suis Loïc Espinas, je suis chef de projet chez Archéovision et donc je travaille essentiellement sur tout ce qui est, euh, on va dire, la 3D appliquée au patrimoine culturel. Bonjour à tous, je suis Boris Gambé, je dirige le département holographique Holoforge qui se trouve juste derrière vous sur le village Microsoft, si vous voulez venir tester les expériences HoloLens. Et donc nous travaillons avec le CNRS, avec Loïc, pour essayer de donner corps avec des hologrammes à tous ces projets de recherche. Est-ce que la vidéo se lance? J'ai pas l'impression. Ah si, voilà. Donc en fait, le site dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un site en Éthiopie, la Libella, qui se situe environ à 600 km d'Addis Abeba, au nord. Un site qui est situé sur les hauts plateaux éthiopiens. Et donc c'est un site vivant, un site religieux, un des plus grands sites religieux d'Afrique, et qui a la particularité en fait d'avoir des églises qui sont creusées dans le roc, 13 églises qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un site qui est en activité actuellement, qui est extrêmement fréquenté par les pèlerins, on va dire, de toute l'Afrique principalement. Et donc sur ce site, qui présente beaucoup de problèmes on va dire de sauvegarde. Il y a eu un très gros projet qui a été monté suite à des accords bilatéraux entre la France et l'Éthiopie pour justement aider à la préservation de ces églises qui peuvent se dégrader beaucoup en fonction notamment des intempéries, de toutes ces choses-là. Donc dans ce cadre-là, il y a eu une mission en fait qui a consisté à faire un relevé 3D exhaustif en fait de toutes ces structures qui sont très différentes. Donc c'est un travail qui est assez conséquent, mais qui est aussi la base de toute l'exposition en fait dont on va vous parler et qui va venir après, puisque finalement le support numérique, ce qui est important, a servi de base à la recherche et aux spécialistes du patrimoine, mais également à la valorisation. Et c'est en utilisant les données justement que les spécialistes utilisent que la valorisation va être la meilleure. Donc ici, on voit un petit peu le résultat des données acquises qui a représenté voilà, beaucoup de travail sur le site. Concrètement, donc, suite à ce projet de sauvegarde, en fait, d'aide à la sauvegarde, il y a un projet d'exposition qui s'est montré pour justement essayer d'exposer au plus grand nombre la beauté de ce site et surtout aider à le faire comprendre. Parce que c'est, comme je vous disais, c'est un site troglodyte, enfin, avec des parties troglodytes, des parties creusées, qui est très difficile à comprendre, avec une chronologie inversée, puisque quand on creuse, les éléments les plus vieux disparaissent. Et donc, on a cherché comment pouvoir mettre en place tout ça. Et c'est aussi le fruit du travail qu'on a mené avec Holoforge. Donc, sur une exposition qui présente différents types de médias, des médias très traditionnels, des panneaux, des totems vidéo qui vont permettre aux gens d'interagir avec les habitants en fait, de la Libella, des projections vidéo qui vont montrer l'ambiance et la vie qui se passe à la Libella, et tout ce qui va être justement lié à la réalité mixte, qui va plutôt être comment expliquer ces creusements, comment expliquer comment ces églises ont été faites, et, euh, et voilà, et les mettre en valeur le plus possible. Oui, non, c'est tout à fait ça. Le challenge pour nous, c'était de faire comprendre ce phénomène de décaissement qui, qui n'est pas naturel, qui vient pas à l'esprit naturellement, y compris pour des gens du milieu, hein, y compris pour les scientifiques qui étaient embarqués avec nous. Et le meilleur moyen de faire comprendre à un visiteur qui n'est pas sachant comment l'homme a réussi à arriver à l'architecture que vous avez sous les yeux aujourd'hui sur le site de la Libella, eh bien, le mieux c'était de passer par la 3D. Et le choix qui a été fait, donc, c'est de s'appuyer sur des maquettes qu'on va peut-être voir dans la slide juste après. Alors voilà, vous aviez 3 maquettes physiques qui représentaient le site à échelle réduite. Et donc l'idée, c'était le visiteur va cheminer au travers d'une expérience d'une exposition qui est plutôt classique au départ, comme l'a dit Loïc, des totems, de la projection, des écrans vidéo. Il va commencer à s'imprégner de ce sujet qui est assez complexe. Et quand il arrive au niveau de ces maquettes, qui sont des maquettes faites par un maquettiste girondin, euh, il est déjà enrichi d'une certaine quantité d'informations. Et là, il y a une sorte de climax, si vous voulez, qui intervient, où on vient lui faire comprendre avec des hologrammes, avec de la 3D, comment dans les faits, cette architecture a pu voir le jour. Alors cette image, elle est quand même assez symbolique, et c'est vrai que Loïc et moi sommes assez fiers de pouvoir la présenter aujourd'hui. Elle représente quand même le choc des cultures, hein. Nous avons en fait sous les yeux les dirigeants de l'Église
cette région de la Libella, euh, qui se sont prêtés littéralement au jeu, qui ont accepté, vous pouvez le voir pour l'un d'entre eux, qui a carrément accepté d'enlever une partie de sa coiffe, donc une partie de sa tenue religieuse, parce que pour des raisons de confort, pour mettre le casque, c'était plus simple comme ça. Et je trouve qu'il y a une forte symbolique dans cette image, où on a réussi à faire, à intégrer une techno qui est nouvelle, qui est embryonnaire, sur un site qui, lui, est millénaire. Et ça, c'était assez intéressant. Euh, alors peut-être juste, ouais, juste sur la slide précédente, pourquoi l'HoloLens? C'est vrai qu'on peut se poser la question de quelle était la meilleure technologie pour répondre à ce besoin. Euh, et on voulait à tout prix que le parcours du visiteur ne finisse pas dans un siège avec un casque VR où la personne est complètement coupée de l'environnement. Et ça, c'était une des forces du casque de Microsoft, c'est qu'il va venir augmenter votre environnement, mais sans vous couper. Il va vraiment intégrer la maquette dans l'expérience. Vous avez une autonomie de placement qui est conservée, puisque l'écran étant transparent, vous pouvez continuer à cheminer dans l'exposition. Et c'était également un choix de facilité pour former le staff qui aujourd'hui est complètement autonome sur l'exploitation de l'expérience sur site. Peut-être un mot sur, on va dire, la méthodologie, parce qu'en fait, c'est un projet ce qui est assez nouveau dans le sens où on a vraiment mêlé tout ce qui est expertise scientifique, puisque à la base du projet, ce sont les scientifiques qui drivent ça, en fait. Donc, c'est toute l'équipe de recherche en place. C'est une équipe franco-éthiopienne, c'est important aussi. C'est un projet pour l'Éthiopie, en fait. Et donc, toute l'expérience, notamment, alors toute l'exposition, on va dire que toute l'expérience qui a été menée dans les HoloLens a été chapeautée par toute l'équipe scientifique pour justement aussi arriver à faire comprendre les éléments de la manière la plus simple. C'est vraiment un système d'aller-retour puisque les scientifiques vont dire ce qu'ils veulent faire passer, les designers, les graphistes vont travailler ça et vont essayer de le rendre, on va dire, entre guillemets, plus intelligible pour le plus grand nombre. Les scientifiques vont revenir dessus pour remettre les notions essentielles. Et tout ça, ça amène vraiment un cercle vertueux qui va permettre d'avoir une expérience qui est très compréhensible, qui est très condensée, puisque finalement, elle dure 15 minutes pour 3 groupes d'églises. Donc, c'est très peu. On est obligé quand même de convaincre les gens aussi de réduire beaucoup leur discours. C'est assez compliqué. Donc, c'est aussi voilà, l'intérêt de cette technologie de permettre ce discours entre les différents protagonistes. Je voulais dire juste, on a 2 minutes, tu as fini 2 minutes. Tu finis, puis je finirai sur la client. Oui, du coup, pour clore, ce qu'on aime raconter également, c'est que donc Holoforge vient du jeu vidéo. Et l'idée, c'était de mettre de la techno, mais sans travestir le sujet initial. L'idée, c'est pas de mettre des pixels pour mettre des pixels. Donc Loïc l'a très bien dit, l'écriture, elle est commune. On va pas arriver avec nos règles du jeu vidéo pour essayer de les faire rentrer à tout prix dans un sujet culturel. On va coécrire l'expérience, et c'est pour ça que on attache une grande importance à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est un mot que vous entendez beaucoup aujourd'hui, qui n'est pas galvaudé, puisque l'expérience utilisateur, c'est ce qui fait qu'à la fin, la personne a passé un agréable moment et repart avec une rétention d'informations qui est bonne, qui est acceptable par rapport à un sujet qui, de prime abord, peut paraître un peu complexe. Et ça passe par une écriture qui est bien dosée et qu'on estime avoir hérité en partie du jeu vidéo. Juste pour finir, donc là, l'exposition en ce moment est à Addis Abeba. Elle va itinérer en Éthiopie, normalement sur le site de la Libella, si les conditions, on va dire, politiques s'améliorent. Et après, on espère pouvoir la faire voyager un peu plus dans le monde. Et si ça vous intéresse, ben, ça sera le sujet d'une présentation que je ferai un petit peu plus tard cet après-midi, je crois, là-bas. Voilà. Un grand merci pour ce passionnant projet. Peut-être une petite question pour commencer. Comment vous avez travaillé finalement la scénographie de cette expérience en alternance finalement entre des vues numériques et des panneaux aussi écrits ou des cimaises. Quelle est l'interaction en fait que vous avez envisagée et comment vous avez travaillé là-dessus? Si vous voulez revenir dessus. Alors sur la partie scénographie, ce qui est important effectivement, c'est que ce qu'on a voulu faire, c'est que, comme disait Boris, l'expérience en HoloLens, c'est vraiment le climax de l'exposition. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est que, comme c'est un discours très condensé, on voulait que les gens aient déjà beaucoup d'informations avant d'arriver à l'expérience HoloLens. Donc tout le début de l'exposition leur permet déjà d'avoir beaucoup de notions, d'appréhender beaucoup de choses.
quand ils vont faire l'expérience, ils vont débloquer des pistes, ils vont comprendre. Et ensuite, s'ils ont des questionnements, le reste de l'exposition doit leur amener les réponses aussi qu'on n'a pas pu leur amener. Donc, c'est vraiment un discours entre tous les éléments voilà, tous les éléments de la scénographie. Donc l'expérience HoloLens vient en prolongement finalement d'un début d'exposition plus didactique. Ok. Deuxième question aussi, c'est par rapport à l'exploitation. C'est vrai que c'est beaucoup revenu dans votre présentation. Quels sont les enjeux d'exploitation d'une telle exposition et comment vous avez travaillé justement à la mise en exploitation de cette exposition avec Addis Abeba notamment? Alors, pour l'exploitation, c'est le ministère le ministère du tourisme en fait à Addis Abeba en fait qui gère l'exploitation là-bas en coordination avec nous, avec on va dire le challenge qui était l'exposition en elle-même. Il n'y a pas de complexité dans l'exploitation, mais le challenge c'est plutôt au niveau de l'expérience HoloLens, puisque j'ai pas les chiffres exacts, mais on a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont passées et l'expérience est quand même un verrou puisque on ne peut pas faire passer 500 personnes en même temps sur l'expérience, c'est 9 personnes. Et donc, c'est d'arriver à former les gens qui vont permettre de drainer aussi les circulations. Donc là, c'est là-dessus que c'était le plus complexe en exploitation, on va dire. Mais où le retour est finalement très très bon aussi, puisque depuis 4 mois, presque 100 000 visiteurs, l'expérience n'a eu aucun problème. Les casques fonctionnent toujours très bien. Et voilà. Donc, c'est un bon retour aussi d'exploitation. En général, pas de nouvelles, bonnes nouvelles quand c'est dans ces conditions. On a pris le temps de former le staff sur place sur comment je gère une flotte de casques de réalité augmentée. Et au final, ça se passe très bien. Vous avez un écran d'accueil qui vous permet simplement de choisir la langue. Donc de mémoire, on était sur 3 langues. Vous aviez le français, l'anglais et l'amharique, qui est la langue locale. Et le staff de 4 personnes a été formé en tout et pour tout en 24-48 heures, je dirais. Et depuis, comme disait Loïc, on a 100 000 visiteurs qui sont rentrés sur le site et on estime qu'il y a à peu près 5 à 10% de ces visiteurs qui ont fait l'expérience augmentée. Ok, merci. Oui, effectivement, c'était une de mes questions. Combien on avait fait? Et par rapport à la distribution, alors vous souhaitez aller vers l'itinérance? Quels sont un peu vos enjeux, vos stratégies? Vers quel pays vous voulez aller? Vers quel type de site vous souhaitez voir accueillir cette exposition? On est complètement ouvert. Ok. En fait, tous les lieux qui peuvent s'intéresser à ce type d'exposition, enfin, il n'y a pas là justement, on est plutôt en recherche maintenant de partenariats pour pouvoir la poser dans d'autres pays que l'Éthiopie en fait. Donc pas forcément un lieu muséal, ça peut être des lieux tiers. Ok. Et en termes de communication, alors comment vous communiquez cette exposition au-delà du salon? Est-ce que vous avez d'autres médiums pour pouvoir relayer cette exposition et la distribuer? On a tous nos médias, on va dire, habituels, en fait. Et en plus, on travaille maintenant avec Théo Exhibition, qui est pas très loin, justement, pour toute la communication et l'itinérance future. Pour les petits curieux, vous avez une partie de l'expérience qui se trouve donc sur le village de Microsoft. Vous avez l'église Georgis, qui est une des églises troglodytes, qui vous est présentée dans une expérience qui dure à peu près 5-6 minutes en HoloLens sur le village Microsoft. Donc n'hésitez pas à venir tester. Vous n'avez pas la maquette physique du site, donc vous n'avez pas de maquette augmentée. C'est une expérience qui est purement holographique, mais ça vous donne un avant-goût un peu de ce qu'ont pu vivre les gens sur place. Oui, l'essentiel, effectivement, c'est l'expérimentation. Est-ce que, en termes de retour d'expérience, avec ces 100 000 visiteurs, vous avez pu ajuster, améliorer l'expérience? Comment vous avez travaillé, en fait, de façon continue, finalement, dans le cadre de cette première exposition? Alors, on a la chance d'avoir des petits espions sur place qui travaillent pour nous, qui sont dans l'application, qui sont en fait des métriques qui vont être remontées de manière régulière sur, premièrement, combien de personnes ont déroulé l'expérience jusqu'au bout, et sur ces 15-20 minutes d'expérience où l'utilisateur a passé le plus de temps. Ça, c'est intéressant pour nous. Faut savoir que cette expérience traite du volet religieux, du volet architectural, un peu du volet également de préservation. Et donc nous, on est capable, à rebours, en regardant ces statistiques, de voir, en fonction du profil de la personne, si c'est davantage le volet religieux, par exemple, qui a intéressé les gens, ou si au contraire, les gens s'attardent sur l'aspect technologique du site.
On a aussi un questionnaire classique sur place, en fait, qui permet d'avoir un retour d'information. Questionnaire qui est même, on va dire, c'est là où on voit les différences culturelles, par moments très ouvert, puisqu'il va poser la question de la religion ou des choses comme ça, des gens qui ont visité, qu'on ne ferait peut-être pas ici. Et donc, il nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience important là-dessus. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets au-delà de celui-là? Et quels sont-ils? On en a plein dans les tiroirs. On va essayer d'en développer un petit peu partout dans le monde, des comme ça, mais on en a quelques-uns qui traînent. Voilà. Oui, on a Sur l'Égypte, des projets un peu similaires qui vont arriver. Et on a un autre projet beaucoup plus dimensionnant avec un modèle économique différent qui s'apparenterait davantage à un parc d'attractions qui devrait voir le jour début 2024. Parallèlement à ça, bon, il y a toujours l'industrie qui nous pousse derrière. Il faut savoir que ces casques-là, au départ, ce sont des casques qui sont faits pour augmenter l'opérateur sur site, pour la maintenance, pour la formation. Néanmoins, chez Holoforge et chez Asobo, on essaye de pousser aujourd'hui davantage la prospection vers de la culture, parce que c'est là qu'on voit que l'outil permet de faire une vraie différence sur le terrain. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci.